Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Repère des motards. Aujourd'hui, je suis avec une curiosité parce que c'est électrique, c'est la ultraviolette F77. Pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux, c'est une marque indienne qui débarque sur le marché français, importée par l'entreprise Pink Mobility, une entreprise qu'on connaît déjà pour les scooters Yego à Paris et puis d'autres marques, notamment Ovao Bike en moto électrique et même Alrenro, la TS Bravo dont je vous reparlerai à la fin de cette vidéo. Cette F77, elle tient son nom des avions de chasse américains, vous savez les F-16, etc. Ça a visiblement inspiré le créateur de la marque qui lance donc son modèle F77 dans sa version street que j'ai là, c'est-à-dire roadster, le guidon un peu haut. Il existe aussi une version avec les guidons un peu demi-guidon type bracelet plus sportive. Voilà, donc bon, c'est un design qui a beaucoup plu sur internet, c'est une moto qu'on a vu médiatiser quand elle est sortie. Et puis c'est une moto intéressante parce que c'est une électrique équivalent 125 dans le sens où on peut la conduire avec le permis 125 alors qu'elle développe 30 kW, ça fait à peu près 47 chevaux. Alors ça c'est dans le monde du thermique parce qu'en fait en électrique les puissances sont vraiment très différentes et même si on peut avoir un gros chiffre, on n'a pas forcément disons l'équivalent purement du thermique. Alors cette moto, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous le voyez, elle est très habillée. Il y a beaucoup de carénage. Alors c'est très plastique, c'est des belles pièces, mais c'est quand même beaucoup de plastique brillant. Moi, à titre personnel, c'est pas ma préférence, mais il faut avouer quand même que c'est globalement sérieux. Vous le voyez là, il y a même un habillage de fourche parce qu'en dessous c'est une fourche inversée. Il y a 2-3 petits détails où on se dit ah la finition pourrait être un petit peu meilleure et je vous dis ça aussi parce que j'ai le prix en tête. J'y reviendrai en conclusion. Je m'étonne de la petite clé standard qu'on a pour démarrer la moto. Pour une moto un petit peu technologique et électrique, je me dis ça aurait pu être intéressant d'avoir une clé, un démarrage qui laisse. Alors sans plus attendre, la fiche technique de cette moto, on a une moto qui fait 9,5 kW de puissance nominale, c'est-à-dire la puissance administrative. La marque annonce 155 km de vitesse maximale, 100 Nm de couple, 207 kg tout de même, c'est quand même un gros bébé et ça c'est parce qu'on a une batterie de 10,3 kWh. Alors 10,3 kWh, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est à peu près la quantité d'énergie qu'il faut pour faire, disons, une grosse centaine de kilomètres d'autonomie. On va tester ça de toute façon dans cette vidéo. La marque annonce 143 km en WMTC sur autoroute. Souvent, c'est la valeur qu'on prend pour le monde réel, même si c'est la valeur autoroutière, c'est souvent la valeur qui correspond. Ultraviolette annonce le 0 à 60 km/h et non pas à 60 miles en seulement 2 secondes 8. Bon, effectivement, c'est un chiffre qui est intéressant, mais c'est souvent le 0 à 100 qui nous intéresse. Et là, le 0 à 100, il est annoncé en 7 secondes 7. C'est pas si mal pour un équivalent 125 parce que, bon, on peut, a priori, avec le permis 125, c'est plutôt pas mal. Alors, on a aussi le freinage régénératif, réglable sur 10 niveaux. Et puis, on a 3 modes de conduite, des modes glide, un mode glide, combat et balistique. Donc voilà, on reste dans le thème avion de chasse, jeux vidéo. D'ailleurs, l'animation de ce que j'ai pu voir sur le tableau de bord, ça correspond bien. On a quand même pas mal de petites choses électroniques qui sont intéressantes. On a l'assistance au démarrage en côte. On a normalement une marche arrière. Je n'ai pas encore trouvé comment la passer, comment la tester, mais elle est censée être là. On a un petit tableau de bord TFT 5 pouces qui est d'ailleurs connecté et qui est aussi relié en permanence avec une carte eSIM au réseau. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir normalement des fonctionnalités un petit peu plus étendues. Ça ravira peut-être les plus fans d'électronique. Et puis on a un traction control réglable sur 4 niveaux, un ABS double canal Bosch et puis un contrôle de stabilité. On a aussi un limiteur de charge et on a même les capteurs de pression des pneus qui se synchronisent à intervalles réguliers. Alors on ne les a pas en permanence sur le tableau de bord, il faut être à l'arrêt et dans le menu on peut aller voir le TPMS et là il me dit qu'il y a 15 minutes tout allait bien, les pressions étaient idéales. Donc ça c'est des petits gadgets mais ça fait toujours plaisir, donc je dirais pourquoi pas.
Alors sur l'aspect purement technique, on a une fourche de 41 mm inversée à l'avant, seulement réglable en précharge. Et puis à l'arrière, on a un amortisseur simple, aussi réglable en précharge. Et à l'avant, on a du bi-bray avec un freinage radial, un simple disque de 320 mm pincé par un étrier radial. À l'arrière, on aura un disque de 230 mm pincé par un étrier simple piston. Au niveau des pneus, on est en train roulant en 17 pouces, 110 à l'avant, 110-70 à l'avant et 150-60 à l'arrière. En somme, des pneus qui devraient assurer une bonne agilité. On n'a pas forcément besoin d'un pneu extrêmement large non plus. Comme je le disais, tout est intégré en termes de GPS et 4G intégré à la moto, ça c'est plutôt intéressant. Et puis un empattement assez court, 1340 mm. Donc on le voit, c'est un gabarit, vous le voyez par rapport à ma taille, je fais 1m80, c'est un gabarit quand même assez compact. Donc c'est une moto qui est un petit peu ramassée, ça lui donne un look particulier, donc il vous faudra adhérer. Et je n'oublie pas la hauteur de selle 800 mm, on a 160 mm de garde au sol, donc ça suffit pour une moto je dirais de ville, on n'ira pas faire du tout-chemin. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la veille de ce tournage, il y a une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Ultraviolette où on voit cet exemplaire faire du tout-terrain dans les montagnes, etc. Ils ont mis des pneus à crampons, franchement les gars. Allez, sans plus attendre, je vais la tester et je vous dis un petit peu mes impressions avant de revenir et de faire le point ici même. Alors en ville, cette moto elle a des bonnes qualités. Déjà, elle est plutôt maniable, agréable. Elle a de la pêche, donc ça fait plaisir. Elle est silencieuse, alors c'est à la fois une qualité et un défaut. Et puis dans les menus, quand on se balade dans les menus, quand on tourne la clé, elle fait des bips, elle fait des petits sons qui sont à mon goût un petit peu gênants. J'aurais envie qu'elle soit complètement silencieuse. Et en fait, on ne peut pas couper le son, on peut le laisser qu'à 10%. Pas si gênant que ça, mais dès qu'on met la béquille, elle bip. Donc dès qu'on se gare, ça bip. Les gens autour de nous regardent, etc. J'avoue que je suis pas très fan. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est une moto plutôt agréable à rouler. Dès qu'on est voilà, à 80 km/h, il y a un petit reproche quand même, c'est que on n'a pas beaucoup de reprises à 80 km/h. Pour une moto électrique, on peut être habitué à un peu mieux. Bon, là je tourne la poignée à fond en mode balistique. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la reprise qu'on aurait pu attendre d'un véhicule électrique comme ça. Alors après, bien sûr, ça se conduit avec le permis 125, donc c'est pas toujours le plus péchu. C'est assez raisonnable, même en mode balistique. D'ailleurs, c'est un mode qui n'est pas disponible tout le temps, puisque c'est un mode qui est disponible seulement jusqu'à 30% de batterie. Puis à partir de 20%, là on est bloqué en mode cruise. Mode cruise, c'est vraiment le mode très tranquille. On va pas se mentir, c'est vraiment un mode qui est même trop tranquille. On a besoin de tourner la poignée à fond, il se passe pas grand chose. À l'animation, c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait ça change, il y a des espèces de néons comme dans un vortex. Alors dans les petites courbes comme ici, bah, c'est plutôt pas mal, ça tient bien. On n'a pas un excellent feeling non plus de la moto. Dès qu'il y a des petites bosses, etc., bon, on sent que ça saute, ça absorbe pas grand chose. Bon, les pneus n'aident pas à avoir du feeling, c'est sûr. Mais franchement, les suspensions auraient pu faire quelque chose déjà d'une part de plus confortable et puis aussi qui travaille mieux en hydraulique. Et on n'est pas aidé par la selle. Vous avez vu, la selle, d'une part elle est assez ferme, hein, franchement là aussi ils nous ont pas aidé. Et en plus de ça, elle est un petit peu inclinée vers l'avant. Donc quand on roule comme ça sur des routes de campagne, c'est pas gênant. Mais comme c'est une moto qui est aussi un petit peu dédiée à la ville, et ben là ça devient tout de suite un petit peu plus gênant. On est très vite dans le réservoir à l'avant, on est sur l'avant comme ça. Et franchement, c'est pas le plus agréable. J'aurais préféré une selle un petit peu plus plate. C'est une moto qui reste raisonnablement maniable, mais elle ne brille pas non plus par son agilité. La préemption des repose-pieds est pas super. Il y a une sorte de caoutchouc qui recouvre le métal et ce caoutchouc bouge un petit peu. C'est une sorte de gaine en caoutchouc. Et puis j'ai pu constater aussi qu'il y a un jour assez important, un jeu qui se fait sur l'axe des repose-pieds passagers. Donc là aussi, ben, c'est perfectible. Et puis ce qui me choque le plus au guidon, c'est les rétroviseurs. Bon, déjà on n'y voit pas grand chose, je vois plus mes bras que la route, et là c'est vraiment, c'est souvent le cas sur les motos, on voit quand même pas mal les bras, mais là franchement, bon, là où on voit un peu quelques limitations de ce train avant très habillé, parce qu'en fait en dessous c'est une fourche inversée, c'est à basse vitesse pendant les manœuvres, etc. Et ben là on a vraiment un train avant qui est un peu lourdeau, mais ça disparaît vraiment au bout de 10 km/h, on retrouve quand même de l'agilité. Le guidon répond bien aux appuis qu'on lui met, donc c'est pas gênant en soi, mais c'est vrai que dès qu'on est à l'arrêt ou à quelques km/h, tout de suite on sent le poids de la fourche, puis il y a des carénages qui viennent au-dessus. Donc alors, peut-on parler du freinage?
Et le freinage il est plutôt bon. Franchement, rien à dire, même si c'est une pompe radiale au niveau du frein avant, ça freine vraiment bien, ça mord bien, je trouve que c'est dosable. Le frein arrière il fait office de ralentisseur, mais franchement c'est pas mal du tout. On a vraiment pareil, une bonne préhension des commandes, je trouve que c'est bien. Le seul souci moi que j'ai sur cette moto avec les freins, c'est l'ABS. Lors des tests ABS sur route sèche, ça fait vraiment un drôle d'effet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'ABS n'est pas assez rapide dans ses blocages-déblocages. Voilà, on perd de la distance, ça fait clac 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 clac. Quand on freine de l'avant fort comme ça, on le déclenche assez rapidement l'ABS. Et honnêtement, c'est pas des plus rassurants et j'avais déjà pu constater ça sur certaines motos asiatiques, pour ne pas les citer. Alors là, vous le voyez en interfile. Ma foi, c'est plutôt agréable. Parfois, on a l'impression que le guidon est quand même un petit peu large pour se faufiler vraiment dans des tout petits trous de souris. On se dit ils auraient pu réduire un petit peu la largeur du guidon, mais c'est plutôt agréable. On est légèrement porté sur l'avant, sans trop l'être. On a les jambes assez repliées, je trouve. Et puis, comme on a les flancs en plastique, les genoux glissent beaucoup sur la moto, sur les carénages. Mais sinon, c'est une moto qui n'est pas désagréable en position. Et étonnamment, à haute vitesse, à plus de 100 km/h, dans ces vitesses-là, c'est une moto qui est très stable. On se sent vraiment sur une moto sérieuse. Et ça, c'est pas toujours le cas sur les motos électriques qui parfois, au-delà de 100 km/h, se comportent un petit peu bizarrement. Moi, franchement, là, je suis à fond en mode cruise puisque je viens de passer la barre des 28%. Et voilà, je suis à 130, mais vraiment, je suis à fond. Elle a du mal à 129. On aurait bien aimé pouvoir prendre un tout petit peu plus en pointe. Alors peut-être qu'en mode balistique, elle peut prendre un peu plus, mais de toute façon, il lui faut du temps. J'avais déjà testé hors caméra et il lui faut du temps. C'est marrant parce que parfois, on peut dire d'une moto thermique qu'elle manque de reprise. Et là, on le dit aussi d'une moto électrique. Cette moto électrique, elle manque un peu de reprise. C'est-à-dire qu'elle a une belle courbe jusqu'à 50-60 km/h. Et après, ça s'essouffle un peu. Et y compris pour monter jusqu'à 130 km/h, on va mettre du temps, quoi. On a l'impression d'avoir je dirais peut-être un 250. Ouais, un petit 250 et encore un 250 va s'essouffler moins rapidement. Mais par contre, effectivement, au démarrage, elle est bien plus péchue qu'un 250. Et puis son plus gros défaut à cette moto, c'est un défaut qui devrait être corrigé sur les prochaines versions. Mais malheureusement, c'est sa prise de charge qui est juste devant moi, là au niveau du faux réservoir. Et on en parle tout de suite dans la conclusion. Bon, alors me revoilà pour faire la conclusion sur cette machine. Alors vous le voyez, et moi je pense que c'est vraiment le plus gênant sur cette moto, c'est sa recharge. Sa recharge, elle est obligatoirement faite par un chargeur de type 6, c'est-à-dire un chargeur indien. Alors on m'a expliqué que là-bas, tout le monde charge sa moto chez lui et que du coup ça pose pas de souci d'avoir un chargeur comme ça parce qu'on le laisse chez soi. Moi, vous voyez, j'ai dû me le prendre avec moi dans un gros sac à dos parce que j'ai dû me recharger pour faire cet essai. Et en fait, on n'a pas de prise standard, nous, sur nos bornes. En type 6, on a du type 2 au mieux, dans lequel il faut avoir un câble avec soi. C'est quand même un peu contraignant. On n'est pas sur une voiture. Mais là, le type 6, je suis obligé d'avoir tout le chargeur. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros souci de cette moto, c'est qu'elle ne se charge pas avec une connectique standardisée en Europe. Alors, l'avantage, c'est que sur la prochaine version, ça va arriver. Donc, faut-il attendre la prochaine version? Eh bien, sur cet aspect-là, oui. Après, si vous avez un usage justement d'une centaine de kilomètres par jour, pourquoi pas? Cependant, on a vu que pour les trajets pendulaires, c'est quand même un petit peu compliqué au niveau du confort. Mais bon, quand même, il y a des points positifs. Déjà, elle respecte à peu près l'autonomie qui est prévue pour cette machine et pour cette capacité de batterie. Donc, sur les 143 promis en mode autoroute WMTC, j'ai pu moi faire 122 km d'utilisation mixte. J'étais à 100%, je suis arrivé à 11%. Ça me paraît raisonnable comme marge justement de sécurité. On ne sait jamais si on va arriver, pas arriver. Se garder 10% à l'arrivée, c'est pas mal. Donc 122 km, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la vitesse constante en périurbain, j'ai fait un petit peu de ville, un petit peu de campagne. Vraiment, j'ai pu faire, disons, une utilisation assez mixte. Par contre, évidemment, le temps de charge est un petit peu allongé, donc de 20 à
180, 2h30, mais après on passe tout de suite à 5-6 heures. Et puis pour peu que la batterie soit un petit peu chaude quand vous mettez à charger, la puissance va être un petit peu limitée. Donc il ne faut pas non plus compter sur une utilisation très intensive de cette machine. Mais en tout cas, elle garde, disons, des performances qui sont cohérentes par rapport à la capacité de la batterie. Évidemment, si vous roulez qu'en ville, vous aurez largement plus que 122 km, surtout si vous utilisez la régénération au freinage, etc. Forcément, ça va aller plus loin. Alors, passons vraiment au cœur du sujet, le prix. Cette moto, elle passe à 10 390 €. Bon, ça fait quand même un sacré prix. Moi, c'est pas que je trouve ça particulièrement cher, parce que sur le marché, on est tout de suite à 15 000 €, parfois 20 000 € pour des motos électriques, mais dans ce cas, un petit peu plus haut de gamme. Je trouve quand même qu'elle est un petit peu chère pour ce qu'elle est, parce que notamment en termes de, disons, peut-être de qualité ressentie sur certains aspects. Et puis là, elle met pas toutes les chances de son côté avec cette première version, avec son connecteur de charge, avec quelques limitations au niveau de l'électronique dès qu'on descend sous les 30%. Finalement, malgré un prix un peu élevé, la force de cette moto, c'est vraiment le fait qu'elle soit accessible au permis A1, c'est-à-dire le permis 125. Parce que quand même, avec le permis 125, on a une moto qui est quand même très performante par rapport à la catégorie, assez rassurante, franchement. Ultraviolette a l'air très confiant, notamment dans son pack batterie fait maison. Il est garanti 5 ans ou 100 000 km. Donc là, il y a le temps de voir venir. Ça, c'est plutôt inédit, parce qu'on peut être habitué à avoir des motos garanties 5 ans dans le monde du thermique, mais dans le monde de l'électrique, la batterie, elle est souvent garantie 1 ou 2 ans, alors que le reste de la moto peut l'être un peu plus. Et puis le véhicule, globalement, il est garanti 3 ans ou 30 000 km. Donc voilà, c'est quand même aussi un élément de décision, c'est-à-dire qu'on peut a priori partir l'esprit tranquille, puisque la moto est garantie un certain nombre d'années. Après, comme toute nouvelle marque, c'est compliqué de dire quelle valeur va garder le produit à la revente d'occasion, si vous comptez la revendre. En face de quelle moto on peut mettre cette Ultraviolette F77 Super Street? Eh bien moi, j'ai noté la Alrendro TS Bravo, dont je vous parlais un petit peu avant. Là, elle a une pack batterie qui est beaucoup plus importante, 17,4 kWh. Elle prend 145 km/h sur la fiche technique, par contre 245 kg, donc c'est nettement plus lourd. Et puis sinon, on a aussi la Masai RS1, 8 890 €, donc quand même nettement moins cher, mais par contre une batterie évidemment un petit peu en dessous, 8,6 kWh, et elle développe pareil en crête 35 kW, mais encore une fois, il faut voir comment est fait la courbe, parce qu'on peut avoir des ressentis vraiment différents. Voilà, donc il y a quelques efforts à faire, je pense, sur ce modèle, et puis sur les prochaines éditions. Une réussite, je dirais, en demi-teinte. Ça dépend de ce qu'on attend d'une moto électrique, parce qu'il y a peu d'aspects pratiques pour le quotidien, et pour la balade, ça fait peut-être un petit peu cher. Sinon, vous avez quand même un package qui est pas mal. C'est quand même une moto qui est assez atypique. Donc franchement, si vous craquez pour le look, vous avez une moto qui est quand même sérieuse et complète, et qui est plutôt valorisante. Donc voilà, selon votre usage, ça pourrait bien vous convenir. Si vous avez la moindre question, laissez un petit commentaire. Retrouvez l'essai complet sur le site du Repère des motards, et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, on teste tout type de véhicule. N'hésitez pas à nous suivre, et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain essai. Ciao! All my homies spin the block.